Bienvenue pour cette nouvelle édition du Bonita BPM Camp. Le but de ce webinaire est de vous présenter le BPM et plus particulièrement le premier développement d'une application en utilisant la solution Bonita BPM. La première étape avant de débuter ce webinaire consiste à installer la solution Bonita sur votre ordinateur. Pour cela, vous pouvez télécharger Bonita depuis le site web officiel de Bonitasoft dans sa version française à l'adresse fr.bonitasoft.com. Vous pouvez aller dans la section télécharger et télécharger la version de Bonita pour votre ordinateur. Je vous conseille de choisir l'option personnaliser votre téléchargement et de choisir la version all-in-one sous forme de fichier zip. Ça facilitera l'installation. Il s'agit simplement de dézipper ce fichier et ensuite de lancer l'exécutable correspondant à votre système d'exploitation. Notez qu'il existe pour Windows une version 32 et une version 64 bits, de la même manière aussi pour Linux. Pour Mac, il existe seulement une version 64 bits. Donc pensez bien à démarrer la version qui correspond à votre système d'exploitation. Lors de l'installation, vous aurez besoin pour exécuter le Studio Bonita de Java 8. Si vous n'avez pas Java 8 d'installé, je vous invite à installer la dernière version du JDK Java. Et également, si possible, désinstaller les autres versions de Java qui seraient installées pour éviter tout risque de conflit entre les différentes versions de Java qui seraient installées. Donc l'organisation de ce BPM Camp en fait va couvrir différents sujets. On aura tout d'abord une introduction aux notions de BPM, une présentation de la solution Bonita dans son ensemble et on s'attaquera par la suite plus en détail aux aspects modélisation du processus en utilisant la norme BPMN. On verra ensuite la manière dont on gère les données manipulées par le processus, tout ce qui est formulaire pour l'utilisateur final, l'interaction entre ces formulaires et l'exécution du processus, la notion d'acteur, d'utilisateur, comment on associe les utilisateurs aux différentes tâches à réaliser dans les processus. Enfin, on abordera les aspects connexion, donc interaction entre les processus et les systèmes tierces, typiquement base de données, gestion de contenu, web services et autres. Et enfin, on abordera la notion d'application Bonita, comment on construit une application basée sur les processus avec la solution Bonita. Et on terminera par des notions concernant le déploiement des applications. Ici, on va majoritairement travailler dans ce webinaire avec l'environnement de développement Bonita Studio, mais on abordera des notions sur le déploiement qui pourront être utiles pour des phases de test ou de mise en production des applications et processus construits avec la solution Bonita. Donc, d'abord, une rapide introduction sur les objectifs du BPM. Le premier service, le premier bénéfice qu'on va tirer de l'approche BPM, c'est cet aspect collaboratif dans la définition des processus dans l'entreprise. On réunit les différents intervenants autour d'une définition commune des processus, des manières d'enchaîner les étapes, de la répartition des tâches, des informations, du flux d'informations qui circulent. Donc ça va permettre de s'accorder sur la manière dont sont réalisés et dont se déroulent les processus au quotidien. Grâce aux solutions comme Bonita BPM, on va, à partir de ces modèles qu'on aura définis en commun, permettre l'automatisation. Et donc, ce côté automatisation va nous apporter tout un suivi du déroulement des processus avec un ensemble d'indicateurs qu'on va être en mesure de suivre. On va pouvoir avoir une vision sur l'avancement des processus, donc un meilleur contrôle. Et in fine, on pourra chercher à optimiser les processus en identifiant les goulots d'étranglement, les tâches qui peuvent éventuellement rester longtemps en attente. Tout ça va être possible grâce à cette approche BPM. Donc, on va juste rester sur cette introduction très courte sur le BPM et puis on va tout de suite s'attacher à présenter plus en détail la solution Bonita BPM et
après cette introduction sur les composants de la solution, sur les notions de BPMN, on alternera dans la suite de ce webinaire des phases de présentation et des phases de mise en pratique sur un exemple. Donc c'est pour ça que je disais, il faut bien avoir installé le Studio Bonita en version ici 7.4.3 au minimum pour passer à cette partie pratique. Donc concernant la solution Bonita, elle se compose de 3 grands composants. Ici, le composant avec lequel on va majoritairement travailler, c'est l'environnement dédié aux développeurs qu'on appelle le studio, qui va permettre les aspects de modélisation des processus, définition du modèle de données, mais aussi création des interfaces utilisateurs. On a également 2 autres composants qui en font finalement la définition de la partie serveur de Bonita. Et donc ces 2 composants sont le moteur de workflow, le Bonita Engine, et le portail web, donc Bonita Portal. Donc vous trouverez dans la documentation souvent la référence à Bonita Platform, donc c'est ce côté serveur de la solution. Les éléments qu'on aura créés avec le studio vont ensuite être déployés sur cette partie serveur. Donc c'est ce qu'on abordera à la fin de ce webinaire, l'aspect un peu déploiement. Il faut savoir que dans le studio, on a un environnement de test embarqué, donc on a de manière intégrée le moteur de workflow et le portail Bonita dans le studio. Donc voici l'interface du studio qui va nous permettre la modélisation des diagrammes au format BPMN, au standard BPMN. Donc si on regarde sur un exemple ici dans le studio simplement comment créer un nouveau diagramme, c'est tout simple, hein, vous avez le bouton nouveau qui va initier un nouveau diagramme dans le studio Bonita qui contiendra un processus ici qui est par défaut nommé pool avec un événement de démarrage et une première étape humaine du processus. On peut ensuite travailler principalement par glisser-déposer en sélectionnant un élément. On va pouvoir glisser-déposer pour venir insérer par exemple une nouvelle étape connectée à l'élément. Ou sinon on peut venir travailler avec la palette ici qu'on a sur la gauche et venir glisser-déposer les éléments et ensuite éventuellement venir les connecter entre eux. Donc ça va être l'aspect modélisation des processus. On a aussi un aspect définition du modèle de données qui va être exploité par l'ensemble des processus. Ce n'est pas restreint à un seul processus. Donc les données métiers, on va les trouver dans le menu développement, modèle de données métiers, puis gérer ici, qui nous permettront par exemple, comme ici, de créer une notion de livre avec un auteur, un titre, une disponibilité. Un exemple d'objet, on peut venir créer ces différents objets. Ils sont constitués d'un ensemble d'attributs. Ça peut être aussi d'autres objets composés. Voilà, donc il y aura cette phase de création du modèle de données qui pourra être fait dans le studio. Le studio contient également ce qu'on appelle le composant UI Designer qui permet la création des interfaces utilisateurs. Donc, le UI Designer est un outil web qui va permettre de créer les formulaires web qui seront mis à disposition de l'utilisateur final. Donc, les formulaires associés aux étapes du processus, au démarrage du processus. Également les pages utilisées pour définir les applications Bonita construites au-dessus des processus. Donc le UI Designer est construit sur les technologies AngularJS, HTML5 et Bootstrap. On va avoir ce genre d'interface pour créer les formulaires par glisser-déposer de widgets qu'on trouvera sur la gauche, qu'on viendra placer au centre. Et lorsqu'on a un widget de sélectionner, on aura l'ensemble des propriétés des widgets qui peuvent être configurés sur la droite. Donc, par exemple, ici, si je sélectionne le processus, donc pool, je peux venir dans l'onglet exécution, formulaire d'instanciation, donc le formulaire pour démarrer le processus. Je vais cliquer sur cette icône ici et ça va m'initialiser un premier formulaire, donc ici vide parce que j'ai aucune donnée manipulée dans mon processus pour l'instant. Et donc comme je le disais, par glisser-déposer, on peut venir ajouter les différents composants de ce formulaire et venir les configurer ici sur la droite.
Le troisième composant de la solution, donc c'est sûrement le moins visible, c'est le moteur d'exécution de workflow de la solution Bonita, donc le BPM Engine. Il va être responsable du déroulement du processus. Donc à partir du moment où l'utilisateur aura soumis le premier formulaire pour créer l'instance de processus, c'est lui qui va s'assurer d'exécuter les actions associées à la définition du processus, associées à chaque tâche dans le processus, qui, lorsqu'il y a des conditions à évaluer, va choisir quelles branches du processus doivent être suivies. Il va gérer tout ça donc de manière automatique. Il sera dans des phases d'attente quand une interaction utilisateur est requise. Et sinon, il gérera automatiquement l'avancée du processus. D'un point de vue technique, le moteur de workflow est écrit en langage Java. Donc il nécessite Java 7, mais il est aussi compatible avec Java 8. Donc je vous recommande pour toutes vos installations de vous assurer que vous avez bien Java 8 d'installer sur votre ordinateur. Également, le moteur de workflow s'appuie sur c'est une application web Java, donc il s'appuie sur le standard Java E6. Donc on va utiliser des serveurs d'application comme par exemple Apache Tomcat ou Red Hat Wildfly pour le déploiement du moteur de workflow Bonita, qui sera packagé, on le verra, avec le portail Bonita, donc une application web complète. Pour ces deux types de déploiement, on va fournir des bundles prêts à l'emploi, donc qui regroupent Tomcat et Bonita, ou Wildfly et Bonita pour faciliter le déploiement. Il faut savoir que dans le studio Bonita, pour l'environnement de développement, on embarque également dans le studio Tomcat et le moteur de workflow Bonita, donc prêt à l'emploi. On verra que ça permet très facilement d'exécuter les processus à des fins de test depuis le studio. Pour tout ce qui est persistance au niveau de l'exécution des processus, pour tout ce qui est gestion de la configuration associée au moteur de workflow, tout ça est sauvegardé dans une base de données. Donc il y a une gestion des transactions pour la cohérence des données par le moteur de workflow Bonita. Donc on est par exemple compatible avec les bases open source type MySQL ou Postgres, ou avec les bases de données propriétaires comme Oracle ou SQL Server. On a un ensemble assez large de bases de données officiellement supportées. Enfin, le dernier composant de Bonita, ça va être le portail. Donc c'est l'interface web qui va permettre d'une part aux utilisateurs de voir les tâches qu'ils ont à effectuer. Donc on a ici une capture d'écran, on voit que l'utilisateur voit sa liste de tâches. Une fois une tâche sélectionnée, il voit sur la droite le formulaire qu'on aura conçu associé à la tâche. Et c'est aussi le même portail web qu'on va utiliser pour toutes les opérations d'administration. Vous voyez ici qu'on a cette information utilisateur. C'est un menu déroulant qui nous permet éventuellement de basculer dans la vue administrateur. Donc, pour accéder au portail depuis le studio Bonita, vous avez ce bouton ici, portail, qui ouvre l'interface portail. Donc ici, je n'ai aucune tâche en attente, mais qui ouvre directement la page d'accueil du portail pour un utilisateur connecté par défaut ici, donc l'utilisateur de test Walter Bates. On peut basculer la vue utilisateur à la vue administrateur via ce menu, et donc éventuellement ici consulter les tâches en attente pour tous les utilisateurs, gérer les processus éventuellement déployés, les instances de processus en cours d'exécution, donc ici les cas en cours, et éventuellement consulter les cas archivés. Donc on verra ça dans les exercices pratiques. Plus tard, on mettra ceci en œuvre. Ici, je reviens rapidement pour le UI Designer. Donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'il était accessible lorsqu'on sélectionne le processus ou une étape humaine, par exemple, via l'onglet Exécution formulaire et le crayon ici. On peut aussi accéder à la page d'accueil du UI Designer qui permet de créer des pages d'application, mais aussi des formulaires de processus. Et enfin, des widgets personnalisés. On verra qu'on a un catalogue de widgets de base dans le UI Designer, mais on peut l'étendre soit en créant ses propres widgets, soit en téléchargeant des widgets de la communauté.
Au niveau des formulaires, je vais juste rentrer un peu plus dans les détails ici, mais on y reviendra plus tard dans les exercices. Donc, on va voir ce qu'on appelle la notion de formulaire. C'est les interfaces utilisateurs qu'on crée avec cet outil l'UI Designer qui sont associés, donc, comme je l'ai dit, au démarrage du processus et aux étapes humaines du processus, donc pour contrôler son démarrage, son exécution. Les formulaires sont affichés soit embarqués dans le portail Bonita, soit on peut éventuellement les présenter dans d'autres outils, en les intégrant via des iframes. Pour ce qui est de la notion d'application, on va retrouver le même type de formulaire qu'on aura créé avec le UI Designer également, à la différence qu'ici, on ne va plus être directement lié à un processus, on pourra être lié à un ensemble de processus et on pourra construire des interfaces qui se basent et qui présentent les données métiers. Les données métiers ont un cycle de vie qui sont indépendants du processus. Elles pourront être créées, mises à jour, supprimées par les processus, mais plusieurs processus peuvent collaborer sur une même donnée métier. Donc ici, la notion d'application va permettre d'avoir cette vue globale sur les données métiers. On pourra avoir des boutons permettant des actions, par exemple, pour démarrer de nouveaux processus, pour exécuter des étapes de processus. Mais on aura cette vue, finalement, qui sera peut-être plus proche des attentes de l'utilisateur final, en présentant une vue application plus adaptée au métier, en comparaison avec l'interface peut-être plus générique qui présente une simple liste de tâches. Donc on verra dans le dernier exercice comment on peut créer une application métier Bonita. Je vais maintenant présenter l'essentiel des éléments BPMN, donc les éléments qu'on va utiliser dans le cadre de ce webinaire. Il faut savoir qu'il y a plus d'éléments supportés par Bonita que ce que je vais présenter ici, mais on va se concentrer sur les éléments essentiels pour cette première mise en pratique. Donc tout d'abord, il faut comprendre la notion de pool ou de processus, de définition de processus. Donc ça va être le rectangle qui va englober l'ensemble des tâches et événements qui composent la définition de notre processus. Donc dans Bonita, on a la notion de diagramme qui peut contenir un ou plusieurs processus. Ici, je peux rajouter un second processus. Et dans le processus donc, va être éventuellement divisé en différentes lanes. Ici, on a cette division. On la verra au moment où on abordera les notions d'acteurs. Ça permet d'organiser les tâches entre les différents utilisateurs impliqués dans le processus. Une recommandation par rapport aux diagrammes qui peuvent contenir plusieurs processus. En général, on va plutôt chercher à avoir un seul processus par diagramme pour faciliter la collaboration, le travail éventuellement à plusieurs sur différents processus. S'ils sont stockés dans différents diagrammes, ce sera plus simple au niveau de la gestion de la collaboration. Comme je le disais, dans le studio, on a un environnement d'exécution embarqué pour notre processus. Donc, on a ce bouton lancer qui est actif ici, qui nous permettra de déclencher l'exécution de notre processus depuis le studio. Donc, il y aura le formulaire de démarrage du processus qui va s'ouvrir à partir du moment où on clique sur lancer. Il faut noter que si le processus n'est pas sélectionné, le bouton lancer ici est grisé. Donc au moment d'exécuter votre processus, pensez bien à sélectionner le processus ou un élément dans le processus pour indiquer quel processus vous souhaitez démarrer au cas où il y a plusieurs processus dans un diagramme. Au niveau des différents éléments, donc, j'indiquais que les éléments de type circulaire ici vont correspondre à ce qu'on appelle les événements. Donc on va trouver des événements de début qui sont matérialisés en vert dans Bonita avec cette bordure fine, des événements de fin qui dans Bonita sont en rouge avec une bordure plus épaisse. Donc c'est ce type d'événement qu'on trouvera dans tout processus. On va également avoir les tâches humaines. Donc c'est les tâches qui requièrent une interaction avec l'utilisateur. Quand le moteur de workflow arrive sur ce type de tâche, il se met en pause en attendant que l'utilisateur soumette le formulaire associé à la tâche.
Donc au moment où l'utilisateur va soumettre ce formulaire, on pourra avoir des données qui sont transmises depuis le formulaire vers le moteur de workflow et la tâche pourra exploiter ces données pour réaliser des traitements, typiquement mettre à jour une donnée métier, venir ajouter un document à un système de gestion de contenu, envoyer un email, tout type d'opération. On verra ça avec la notion de connecteur. La différence pour une tâche automatique ou tâche de service, c'est que cette fois-ci, on n'attend pas d'interaction utilisateur, donc il n'y aura pas de formulaire présenté à l'utilisateur. C'est le moteur de workflow qui automatiquement va exécuter la tâche. Donc la tâche pourra exploiter les données du processus, pourra exploiter les différents connecteurs, donc exécution de tâches de type mettre à jour un système externe. Tout ça sera fait automatiquement et le moteur de workflow continuera son exécution. Lorsque le moteur de workflow arrive à l'événement de fin, l'instance de processus est considérée comme terminée et sera donc archivée. On ne détaillera pas ici, mais on peut avoir différents types d'événements de fin en fonction du comportement que l'on souhaite, dans le cas où on aurait des branches parallèles en cours d'exécution, si on souhaite éventuellement annuler les autres branches en cours d'exécution ou si on souhaite attendre que toutes les branches se terminent avant de terminer l'instance du processus. Et bien sûr, tous ces éléments sont donc reliés entre eux pour construire la définition du processus via ce qu'on appelle des transitions. On va voir sur la suite que les transitions peuvent avoir des conditions quand on a des portes logiques pour l'exécution du processus. Je vais simplement vous montrer ici dans le studio au niveau des configurations qu'on va fréquemment effectuer au niveau des tâches. Donc quand vous avez la tâche sélectionnée, le nom de la tâche peut être défini dans cet onglet général ici. C'est dans l'onglet exécution qu'on va souvent venir ici définir d'abord un contrat pour déclarer quelles sont les données attendues depuis le formulaire qui sera soumis par l'utilisateur. On va ensuite en général créer une première version du formulaire à partir du contrat. C'est pour ça en fait que vous avez ce bouton du UI Designer qui se trouve ici quand vous êtes sur le contrat. Ce formulaire ici, on pourra éventuellement l'éditer par la suite pour l'adapter à nos attentes. Pour tout ce qui est des traitements, on aura la notion d'opérations qui vont nous permettre par exemple de mettre à jour les données manipulées par le processus, les données métiers. On aura enfin des connecteurs, donc c'est ce qui permet ces traitements comme par exemple l'envoi d'un email qui pourra être placé à la fin, donc après la soumission du formulaire, à la fin de l'exécution de l'étape, ou éventuellement au début, avant la présentation du formulaire à l'utilisateur. Sur une étape de service, on va retrouver en partie le même genre d'options, donc les connecteurs en entrée et en sortie et les opérations. On voit ici qu'on ne trouve plus les formulaires parce que la tâche est exécutée automatiquement, il n'y a pas de formulaire à présenter à l'utilisateur. Au niveau du processus, ce qu'on va fréquemment faire ici, c'est venir déclarer quelles sont les données manipulées par le processus. Donc ici, on a les variables du pool, donc les variables de processus. On peut venir ajouter une variable, on en choisira le type et on définira un nom. Donc ici, on retrouve les types qu'on aura déclarés dans notre modèle de données métier via le menu développement, modèle de données métier, gérer. Donc, pour continuer sur les éléments du BPMN, nous avons les portes logiques. Donc, on a trois types de portes logiques qui sont disponibles. La première est la porte de type exclusive. Dans le cadre de l'exécution de cette porte, une seule des transitions en sortie sera exécutée, sera prise, sera activée. On a donc des conditions sur chacune des transitions en sortie pour déterminer quelle est la transition à activer, à suivre pour l'exécution du processus. En général, on va avoir un type de design symétrique dans l'usage des portes. Donc si on commence avec une porte exclusive, on va regrouper les différentes transitions avec une porte exclusive.
Comme ça, on s'assurera qu'une seule des transitions est active et qu'on attend seulement une transition avant de continuer l'exécution du processus. Si on regarde au niveau du studio ici, dans l'usage des gateways, donc je vais travailler avec un glisser-déposer. Ici, il faut noter qu'on est par défaut avec une porte parallèle. Je vais donc utiliser cette petite icône de boîte à outils pour passer sur une exclusive et ajouter à la suite, par exemple, 2 tâches. Pour la définition des conditions, ça se passe sur la transition. Donc il faut sélectionner une transition, aller dans l'onglet Général, et ici, on trouvera l'interface pour définir la condition à remplir pour prendre cette transition. Donc on va pouvoir avoir différentes options ici, je ne vais pas toutes les détailler, mais on va pouvoir ici exploiter les différentes données du processus, les différents paramètres de configuration pour savoir si cette transition doit être prise ou non. On pourra éventuellement définir un script pour avoir les logiques les plus complexes pour évaluer quelle transition doit être prise. On a également l'option flux par défaut, c'est-à-dire que vu qu'on doit prendre une seule transition et qu'elle comporte des conditions, si toutes les conditions étaient évaluées à false, on serait bloqué au niveau de la porte logique. C'est pour ça qu'en général, on va avoir une transition par défaut qui sera prise seulement si toutes les autres conditions sont évaluées à false. Donc ici, par exemple, si je fixe les valeurs, une valeur vraie ici, je dirais toujours sur l'étape 5. L'étape 4 ne sera jamais prise parce que c'est la transition par défaut. À partir du moment où l'étape 5 est valide, la condition est valide, c'est cette transition qui est prise, les autres ne seront pas évaluées. Pour l'ordre d'évaluation des différentes conditions sur les transitions, on peut le configurer ici en sélectionnant la porte logique. Il est possible de réordonner les différentes transitions vers les étapes qui suivent pour savoir quelle est la transition à prendre, à évaluer en priorité. Donc, ça permet de définir des priorités parmi les différents chemins possibles. Vous remarquez ici qu'on a une erreur de validation. C'est au moment où la porte a été ajoutée avec les transitions. On a une erreur parce que toutes les transitions n'ont pas de conditions. Donc ici, j'ai corrigé cette situation. J'ai ajouté ici la définition comme quoi c'était la transition par défaut. Ici, j'ai mis une condition qui est toujours vraie. Je peux donc maintenant rafraîchir le statut de validation. On n'a pas de validation en continu, il faut le faire manuellement pour des raisons de performance. Donc ici, je vais aller dans cet onglet statut de validation, cliquer sur le bouton rafraîchir, et là, je n'ai plus d'erreur au niveau de la porte. On voit que j'ai d'autres messages d'avertissement et d'information. Les avertissements ici sont principalement liés au fait que j'ai créé un processus et des étapes humaines sans définir de formulaire associé. On aura le même type d'avertissement dans notre première version dans l'exercice. Il ne faut pas s'en inquiéter, on viendra par la suite ajouter des formulaires pour compléter le processus. Si on revient sur les différents types de portes logiques, donc on a vu l'exclusive qui permet d'activer une seule des transitions en sortie. La parallèle, on aura donc toutes les transitions en sortie qui vont être prises. Il n'y a pas de condition sur les transitions en sortie. Toutes les branches seront activées. Et lorsqu'on a des transitions entrantes sur une porte parallèle, donc quand on rejoint différentes branches sur une porte parallèle, on va attendre que toutes ces transitions soient activées avant de continuer l'exécution du processus. Donc ça permet de mettre une synchronisation entre différentes branches du processus. Donc en général, ce qui ne va pas faire de sens, c'est par exemple de commencer avec une porte exclusive pour terminer avec une porte parallèle. C'est quelque chose qui ne fonctionnera pas parce qu'on aura pris une seule branche si on commence avec une exclusive et on attendra les deux transitions entrantes au niveau de la parallèle, donc on sera bloqué au niveau de la porte parallèle. Donc en général, on va toujours chercher à avoir un design symétrique. Si on a une exclusive en entrée, on rejoint avec une exclusive en sortie. La dernière porte logique qui reste, c'est la porte inclusive. Elle va se comporter un peu de manière similaire à l'exclusive. On va avoir des conditions et éventuellement
une transition par défaut qui vont être définies, à la différence que ici, plusieurs branches peuvent être activées. Toutes les conditions vont être évaluées et toutes les conditions qui sont vraies vont être prises. La seule particularité, c'est pour la transition par défaut. C'est toujours de la même manière que pour l'exclusive. Il faut que toutes les autres transitions soient évaluées à false et dans ce cas-là, la transition par défaut est activée. Si une autre transition est évaluée à vrai, la transition par défaut ne sera pas utilisée. Donc voilà pour cette introduction sur la solution Bonita, sur les premiers éléments de modélisation. Donc on peut passer à la première étape de l'exercice. Donc vous pouvez télécharger les instructions de l'exercice via ce lien qui est indiqué ici. Ça va contenir un PDF donc avec les instructions de l'exercice. Pour chaque exercice, on aura 3 sections. Une description très générale de l'objectif de l'exercice, un peu plus de détails sur les étapes nécessaires à la réalisation de l'exercice, et ensuite une solution pas à pas. Donc vous pouvez consulter les 2 paragraphes et essayer par vous-même de réaliser l'exercice, ou directement passer à la solution pas à pas pour vous familiariser avec la solution Bonita. Le fichier que vous allez télécharger contient également l'ensemble des slides que je vous présente ici, ainsi que des fichiers .boss qui contiennent les corrections de l'exercice. Ces fichiers, si vous souhaitez les utiliser, vous pouvez les importer via ce bouton « Importer » dans le Studio Bonita. Vous allez ensuite cliquer sur « Parcourir » pour venir sélectionner le fichier .boss. Également, si vous souhaitez sauvegarder votre travail et le partager, vous pouvez utiliser le bouton « Exporter » ici. On vous demandera quels éléments vous souhaitez exporter et l'emplacement du fichier .boss à créer. Il faut savoir que si jamais vous avez commencé l'exercice 1 par exemple et que vous importez la correction de l'exercice 1, il y aura des fichiers en conflit parce qu'on aura déjà un processus avec le même nom. Donc dans ce cas-là, éventuellement exporter avant votre travail pour ensuite importer et écraser avec la version de la correction. Donc je disais, toutes les informations sont disponibles via le fichier téléchargeable ici. Si vous souhaitez y revenir ou travailler avec des versions éventuellement plus récentes qui pourraient être publiées, vous pouvez aller sur le site communautaire github/bonitasoftcommunity/bpmcamp et vous trouverez dans la section Release l'ensemble des versions publiées. Donc ici on voit que c'est une version publiée pour la version 7.4.3 de Bonita. On a aussi la version 1.6.4, ça c'est la version du BPM-Camp pour les différentes mises à jour. Donc vous pouvez suivre éventuellement, si vous voulez travailler sur la dernière version publiée, les éventuelles mises à jour qui pourront être publiées ici. Donc je vous laisse avancer sur ce premier exercice. Et ensuite, nous allons donc continuer avec des informations sur la gestion des données dans la solution Bonita. Donc, concernant les données dans Bonita, j'ai montré que dans le studio, on avait cette capacité à créer ce qu'on appelle un Business Data Model. Donc, ça va être un schéma de base de données. Finalement, on va définir les objets avec leurs attributs qui correspondront à des tables en base de données et leurs différentes colonnes. Mais en même temps que ça définit le schéma de base de données, ça définit aussi un ensemble d'objets Java que le processus va pouvoir manipuler. Donc on va pouvoir les créer via leur valeur par défaut. On aura donc des opérations d'insertion en base de données. Les opérations qu'on définira sur les tâches pourront venir éventuellement mettre à jour ces objets, mettre à jour leurs attributs, donc des opérations d'update. On pourra également aussi venir éventuellement les supprimer.
ou venir initialiser aussi des références à ces attributs via une valeur qui serait déjà existante. On peut par exemple avoir un processus de création d'une demande d'achat qui va référencer un objet de demande d'achat et avoir un processus de modification de demande d'achat. Donc le processus de création via sa valeur par défaut, ici je vais créer l'exemple dans mon modèle de données, je vais supprimer l'objet qui existait déjà. Je vais par exemple créer un objet demande d'achat avec par exemple simplement un champ montant qui sera de type entier et qui va être obligatoire par exemple. Donc, je publie ce modèle de données métier et ici mon processus, je vais pouvoir ajouter une variable. Donc demande d'achat, c'est des noms techniques, hein, donc il faut éviter tout ce qui est espace, accent, etc. Par défaut, les objets métiers commencent par une majuscule et les variables commencent par une minuscule. Donc ici, via la valeur par défaut, je vais pouvoir créer ma demande d'achat. En général, pour ça, on viendra dans l'onglet exécution, générer le contrat, donc les données attendues de l'utilisateur à partir d'une donnée, donc typiquement de ma demande d'achat. On sélectionne les attributs qu'on souhaite initialiser, donc ici tous. Je vais terminer et on va voir que cette opération, pour ma demande d'achat, aura défini la valeur par défaut, donc ce qui va créer ma demande d'achat. Ici, on voit qu'on récupère les entrées du contrat pour créer ma nouvelle demande d'achat, initialiser ma nouvelle demande d'achat. Donc là, c'est l'opération de création. Dans un autre processus, je pourrais donc vouloir venir modifier une demande existante. Donc, lors de ma demande d'achat, plutôt qu'utiliser le contrat pour venir créer une nouvelle demande d'achat via un script, je peux exécuter une requête. Et ici, on retrouve les requêtes de type SQL. Alors, pour être exact, c'est du JPQL. Mais donc, l'idée, c'est de venir éventuellement rechercher une demande existante. Ces requêtes ici peuvent avoir des paramètres. Donc, on pourra par exemple recevoir en paramètre l'identifiant de la demande d'achat qu'on souhaite modifier. Et donc, on aura un processus qui va réutiliser une variable métier déjà existante, déjà stockée en base de données. À ce propos, dans le studio, comme je dis, on a cet environnement embarqué. Donc, on a une base de données chargée de stocker les données métiers et on peut directement la consulter depuis le studio via le menu développement, modèle de données métiers, consulter les données. On utilise une base H2 et donc ici, on voit par exemple la table qui contient les demandes d'achat. Je peux regarder les différents attributs qu'on trouve et on retrouve notre attribut montant qu'on a créé dans notre modèle de données métier. Pour le moment, j'ai aucun enregistrement, j'ai eu aucune demande de créer, mais on peut éventuellement exécuter une requête pour lister toutes les demandes qui ont été créées via l'exécution des processus. Donc, pour revenir, dernier point sur les modèles de données métiers, donc c'est stocké dans une base de données dédiée, ça va être une base de données séparée de celle utilisée par le moteur de workflow Bonita. Mais de la même manière que le moteur de workflow Bonita, on utilise une base de données relationnelle, donc typiquement on peut utiliser du Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server. Vraiment, l'intérêt de cette approche de modèle de données métier, c'est d'avoir ce référentiel qui est partagé par l'ensemble des processus. Je pense souvent, par exemple, à l'idée de la demande d'achat. Si jamais la demande d'achat doit être modifiée, plutôt qu'avoir un modèle de processus qui prendrait en compte tous ces scénarios avec des boucles et autres, il est plus lisible éventuellement d'avoir un ensemble de processus, et donc un processus de création de la demande et un processus dédié à la modification, que d'essayer de tout mettre dans un seul diagramme.
Je vais juste dire deux mots sur les variables de processus et d'étapes qui sont moins utilisées. C'était des fonctionnalités qui existaient avant l'apparition de BDM dans la solution Bonita. L'idée maintenant et l'usage principal de ces variables d'étapes, ça va être de permettre de chaîner l'exécution des connecteurs, donc l'exécution de ce qui permet les interactions avec les systèmes tiers depuis le moteur de workflow. Par exemple, avoir un connecteur qui consulte les informations disponibles dans une base pour ensuite les utiliser dans l'envoi d'un email. On pourrait avoir donc un chaînage de connecteurs comme ça, et dans ce cas-là, il pourrait être utile d'utiliser des variables d'étape. Mais on n'aura pas usage de ces variables ici dans notre webinaire. L'autre type de variable qu'on va utiliser ici, ça va être les variables dites de formulaire. C'est celles qu'on va définir dans le UI Designer. Si je reviens ici dans l'UI Designer, sur un formulaire, voilà, on peut voir ici en bas qu'on a une section variable et on peut en créer de nouvelles. Donc ici, on parle de variables JavaScript qui sont seulement côté navigateur de l'utilisateur final. Il n'y a pas d'accès direct à toutes les variables associées au processus parce qu'on est dans le navigateur de l'utilisateur, on n'est pas côté exécution du processus. On verra qu'il y a des moyens de, bien sûr, récupérer les données du processus pour les présenter dans le formulaire de l'utilisateur via justement ces variables qu'on initialisera avec des appels, par exemple, à l'API du moteur de workflow Bonita. Donc le principal usage de ces variables, ça va être de présenter des données, de permettre de stocker les données saisies par l'utilisateur avant de les envoyer au moteur de workflow, et éventuellement aussi de gérer tout ce qui peut être interaction dynamique. Typiquement, en fonction de la saisie d'un utilisateur, on va voir une variable qui va être mise à jour. On pourra exploiter cette variable pour déterminer si un composant graphique, un widget du formulaire doit être affiché ou doit être masqué. Juste un peu plus de détails donc sur d'un point de vue technique, qu'est-ce qui est manipulé. Donc quand on est sur le BDM, comme je l'ai dit, on va avoir ces objets Java qui vont être créés pour nous avec les tables en base de données associées. Donc ces objets sont constitués d'attributs qui utilisent les types primitifs Java, donc typiquement les chaînes de caractères, les entiers, les dates, et qui peuvent aussi être composés d'autres BDM, donc d'autres objets. On a des relations d'agrégation qui nous permettent de créer des objets complexes, agrégation ou composition. Au niveau des variables de processus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est toujours sur des types Java. Et côté formulaire, côté web, donc on est sur du JavaScript, donc tout type de données JavaScript est supporté. Il faut savoir aussi qu'on a dans la solution Bonita un type de données à part entière qui est les documents. On a une gestion documentaire légère incluse dans Bonita. Donc on va pouvoir déclarer sur une définition de processus les documents qui sont manipulés. Il y aura une gestion des révisions de ces documents. Ça nous permet par exemple, on a des connecteurs en version souscription qui vont nous permettre de venir compléter un template de document Word et éventuellement transformer ce document en PDF pour l'envoyer par email à un utilisateur. Donc on peut exploiter des documents uploadés par l'utilisateur, des documents stockés dans la définition du processus utilisés comme template pour la génération d'autres documents. Il y a plein d'options dans l'usage des documents. Un dernier commentaire sur les BDM, c'est que la manipulation des BDM est normalement exclusivement effectuée via les processus pour tout ce qui est opération d'écriture. Pour tout ce qui est lecture, il y a un ensemble d'API sur le moteur de workflow Bonita qui permet de venir les consulter. C'est ces API en fait auxquelles on fera appel depuis les formulaires pour présenter les données à l'utilisateur. Pour mettre à jour les données, depuis le formulaire
vers le modèle de données métier, on va voir qu'on passe par ce qu'on appelle les contrats. Donc l'idée du contrat, ça va être de définir quelles sont les données nécessaires à l'exécution du processus. On va avoir un ensemble de données nécessaires, par exemple, pour démarrer un processus ou pour exécuter une étape. Ça va être défini dans le contrat. C'est le moteur de workflow qui va valider que depuis la soumission du formulaire, on reçoit bien l'ensemble de ces données. Il peut aussi éventuellement avoir des règles. Par exemple, que la date de départ en congé soit bien une date qui est dans le futur par rapport à la date actuelle. C'est typiquement des contraintes qu'on va pouvoir valider au niveau du contrat. Ça permet d'assurer un bon déroulement du processus dans le traitement des informations automatisées par le moteur de workflow. Ça va nous faciliter aussi l'éventuelle utilisation de solutions tierces pour la création des interfaces utilisateurs. Comme je l'ai montré tout à l'heure, en général pour le contrat, on va travailler, on va le générer à partir d'une donnée métier. Donc la première étape en général va être de créer le modèle de données métier, déclarer des variables métiers manipulées par le processus, et ensuite au niveau de l'exécution du processus ou d'une étape humaine, dans l'onglet exécution contrat, venir ajouter donc générer le contrat à partir d'une donnée. Donc on va voir que dans l'exercice, c'est ce qu'on fait pour le début du processus, le démarrage du processus. On va générer le contrat pour initialiser la demande de congé. Par contre, sur l'étape humaine, on verra qu'on ajoute plutôt le contrat manuellement. On a une seule donnée qui est attendue. Donc plutôt que le générer à partir des données, on fera simplement, on utilisera le bouton ajouter et on viendra saisir manuellement le nom de la donnée attendue, son type. Et ensuite, on utilise les opérations ici pour venir éventuellement mettre à jour l'attribut d'une variable métier. Donc par exemple, ici j'étais sur mon exemple de demande d'achat où je souhaitais avoir un montant. Donc par exemple, je vais mettre le nom montant contrat de type entier au niveau de mon contrat de l'étape 1. Et dans les opérations, je vais pouvoir manipuler ma demande d'achat existante parce qu'elle aura été créée par sa valeur par défaut. Et ici, je peux choisir d'utiliser une méthode Java pour venir mettre à jour le montant. Et pour la mise à jour du montant, j'utilise le montant du contrat. On voit ici qu'on a un type entier. On a les petites icônes pour nous retrouver, pour savoir qu'est-ce qu'on exploite. Donc les contrats, les données métiers. Voilà. Donc ici, j'ai une opération qui sera exécutée une fois le formulaire soumis. Donc quand l'utilisateur va soumettre le formulaire associé à l'étape 1, les données vont être envoyées vers le contrat, enregistrées, et ensuite les opérations vont être exécutées, et donc éventuellement mettre à jour les données métiers, et la mise à jour sera répliquée vers la base de données. Donc maintenant, je vais vous laisser passer à l'étape 2 de l'exercice, donc la définition du modèle de données métier et la création des contrats. Une fois qu'on aura ces contrats, vous allez voir lors de l'exécution que vous pouvez bénéficier de formulaires automatiquement générés. C'est le studio qui permet ça dans l'environnement de développement pour faciliter les tests le plus rapidement possible. On va présenter des formulaires générés basés sur la définition des contrats.
Je vais simplement montrer ici, pour information, je vais venir importer la correction et simplement montrer comment on peut aussi débugger éventuellement l'exécution des processus. Je prends la correction de l'exercice 2. On va voir quand on soumet un formulaire, on va avoir les données qui transitent depuis le côté web vers le moteur de workflow. Donc ici, j'utilise Google Chrome. Je vous recommande d'utiliser soit Google Chrome, soit Firefox pour les tests, même si on supporte aussi Internet Explorer et Edge. En général, les outils de développement sont un peu plus complets sur Chrome et Firefox. Donc ici, j'ai affiché la console de Chrome, la console développeur. Donc en général, c'est accessible sur les navigateurs via la touche F12. Et je suis sur l'onglet Network, donc l'onglet Réseau. Et j'ai fait ça en étant sur le formulaire pour démarrer mon processus. Je vais juste cocher cette case ici pour conserver le log, parce qu'on va avoir d'autres pages qui vont être affichées. Si ici, je viens saisir une date, je soumets mon formulaire. Ici, on voit qu'il y a une erreur. Donc, parce que j'ai fait une erreur dans le format de la date. J'ai mis 32 ici. Donc, si on regarde ce qui s'est passé au niveau de la console, on a eu cet appel ici HTTP qui va vers la méthode d'instanciation du processus. On retrouve l'identifiant du processus. Et donc, ça nous permet d'avoir les détails des données qui sont transmises. Donc sur un formulaire autogénéré, l'intérêt est peut-être limité, mais ça pourrait être utile quand vous créez votre propre formulaire pour voir les données qui sont transmises. Ce qui est important, c'est que ces données et la structure de ces données correspondent bien à ce qui est attendu au niveau du contrat. Donc ici, si on regarde le contrat a une structure demande input, date début, nombre de jours. On retrouve ici demande input, date début, nombre de jours. Donc, en général, la console va permettre d'aider à comprendre ce qui peut causer l'erreur. Ici, si je refais une tentative avec une date correctement formatée, là, on voit que le formulaire démarre bien. Si je regarde à nouveau ma console, j'ai eu un deuxième appel, cette fois avec succès à l'instanciation. J'ai le code de retour 200 OK, avec mes données ici qui sont cette fois valides. Et j'ai pas de réponse à la suite de l'appel. Voilà, par rapport à ici, l'erreur 400 qu'on a vue sur le premier appel. Donc en général, la console du navigateur web est un bon outil pour diagnostiquer les éventuelles erreurs, que ce soit au niveau contrat ou au niveau formulaire. Si l'erreur est plutôt dans le traitement, donc dans les opérations, vous pouvez plus aller chercher du côté du log du moteur qui est disponible dans le menu Aide, log du moteur. Et éventuellement ici, vous verrez des exceptions liées à l'exécution du processus. Bien sûr, il y a aussi les fonctionnalités d'administration qui sont disponibles dans le portail, où on peut voir ici l'ensemble des cas de processus en cours d'exécution, donc dans la vue administration, dans le menu BPM cas. Et vous pouvez afficher les détails du cas ici et voir quelles sont les tâches en attente, les tâches éventuellement terminées, etc. Donc tout le détail concernant le cas. Par contre, c'est que des vues textuelles liées à l'instance du processus.
On a des solutions de suivi graphique de l'exécution du processus qui reprennent le modèle graphique créé dans le studio, mais ces solutions sont disponibles seulement dans la version souscription du studio et pas dans la version communautaire de Bonita. Donc maintenant, je vais passer à l'étape au sujet des formulaires, de la construction de formulaires personnalisés. Comment est-ce que cela fonctionne, la différence entre ce qu'on appelle formulaire et page, et parler un peu des widgets et de leur configuration. Donc jusqu'à maintenant, on a utilisé les formulaires qui sont automatiquement générés donc, dans notre environnement de développement. Et dans la plupart des cas, on va souhaiter créer ses propres formulaires. Donc, comme je l'indiquais, on utilise ce composant, le UI Designer, pour créer nos formulaires, donc, qui vont être à base d'AngularJS. On est sur la version 1 pour le moment de AngularJS et de Bootstrap. Ça va nous permettre d'avoir des formulaires qui vont pouvoir s'adapter aux différentes tailles d'écran, notamment sur mobile. Et on a des fonctionnalités complémentaires sur le sujet également dans la version souscription pour être sûr qu'on permette à l'utilisateur d'interagir avec les processus, quel que soit le type d'ordinateur, de tablette, etc. qu'il utilise. On a deux types principaux de formulaires. Pour le moment, j'ai parlé des formulaires qui permettent de consulter et de soumettre de nouvelles données. Donc c'est pour ça qu'on parle de formulaires éditables. C'est ceux qui permettent de démarrer l'instanciation, qui permettent de créer une instance de processus, donc démarrer le processus. Il faut savoir que tant que ce formulaire n'a pas été soumis, le processus n'a pas démarré, il n'y a pas de cas ou d'instance de processus en cours. Ça permet de s'assurer qu'on recueille le minimum d'informations nécessaires au démarrage du processus. Ça limite le nombre d'instances de processus créés, on va dire, de manière accidentelle. On a les autres formulaires qui sont associés aux différentes tâches humaines pour contrôler l'avancement du processus. Donc ça, c'est les formulaires qu'on a déjà évoqués. Le deuxième type de formulaire, c'est le formulaire qu'on appelle de synthèse. Donc lui, on va venir le définir dans le studio également au niveau du processus. On va sélectionner le processus. On ne va pas en créer dans le cadre de l'exercice. Mais si jamais vous souhaitez en créer un, dans l'onglet exécution, de la même manière qu'on trouve le formulaire d'instanciation, on a la page de synthèse. On va pouvoir venir créer un formulaire. Et le but de ce formulaire, ça va être de présenter principalement un état d'avancement du processus ou un résumé des valeurs des données métiers manipulées par le processus. Donc c'est un formulaire qui va être aussi bien visible au cours de l'exécution du processus qu'une fois le processus terminé. Par contre, l'idée ici, c'est d'avoir un formulaire simplement pour consulter des données. On ne va pas avoir d'opération pour venir mettre à jour les données normalement dans ce formulaire. Même si par exemple on peut imaginer avoir des opérations de modification de paramètres d'un processus, des interfaces peut-être d'administration pourraient éventuellement faire partie du formulaire de synthèse, mais de manière générale, on se limitera plutôt à de la lecture seule d'informations. Au niveau de la différence entre ce qu'on appelle formulaire et page, donc les formulaires, c'est ici ce dont on parle, démarrage de processus, exécution de tâches humaines et le formulaire de synthèse. On va parler de page plus quand on est dans cette interface qui permet de construire l'application. Donc c'est toujours le même type d'interface utilisateur créée avec le UI Designer, seulement qu'on n'est plus associé à un processus. On va plus créer un ensemble de pages qui vont constituer une application. Voilà pour la terminologie. Pour créer les formulaires, on utilise les widgets. Donc, comme je le disais, on fonctionne par glisser, déposer, puis ensuite configuration des différents widgets, donc association avec les variables de formulaire et les différentes propriétés qu'on va retrouver dans
dans l'UI Designer ici. Donc par exemple, quand j'ajoute un widget ici, on aura bien sûr le label, on aura les histoires de taille, de valeur initiale qu'on associera aux différentes variables. On peut également travailler sur les aspects obligatoires ou non d'un widget pour savoir s'il doit bloquer ou non la soumission du formulaire. Ces aspects obligatoires peuvent être conditionnés avec des expressions qui exploitent des variables. On peut vraiment avoir un côté dynamique du formulaire. Et ici, on a un catalogue standard de widgets, mais on va pouvoir aussi très bien venir créer ses propres widgets. Donc on va pouvoir faire des widgets personnalisés ici. On a le menu pour créer un nouveau widget personnalisé. Ou éventuellement en importer. On a sur le site de la communauté Bonitasoft, donc sur community.bonitasoft.com, des utilisateurs qui partagent les widgets qu'ils ont créés. Donc vous pouvez les importer et les utiliser dans vos formulaires pour votre processus. Donc maintenant on va passer à l'exercice 3 sur la création de formulaire. Donc juste peut-être pour rappeler le mécanisme global entre formulaire, contrat, gestion des données. Donc l'idée c'est que quand le processus, on souhaite démarrer le processus ou lorsqu'on souhaite exécuter une étape, donc l'utilisateur arrive sur le formulaire, l'utilisateur saisit des données qui met à jour les variables du formulaire. Donc ici, pardon, on peut le voir, je vais peut-être plutôt prendre la correction de l'exercice 3 pour vous montrer ceci. Dans l'UI Designer, par exemple, quand on crée la demande de congé, on verra que sur le bouton Soumettre ici, on est associé à la variable FormOutput qui est construit à partir des données saisies par l'utilisateur. En fait, on a une construction où elle est liée à le FormInput qui est la variable associée aux différents widgets. Donc, dans l'idée, les widgets mettent à jour des variables de formulaire. Ces variables sont associées au bouton Soumettre sur les données à envoyer au clic. Et les données sont envoyées vers le moteur de workflow Bonita et passent par le contrat pour une étape de validation éventuellement des contraintes. Et ensuite, c'est les opérations, c'est l'initialisation des valeurs par défaut des variables qui vont s'exécuter. C'est les connecteurs en sortie également qui vont s'exécuter. Et toutes ces opérations vont pouvoir venir modifier les données métiers et tout cela sera mis à jour en base de données pour persister les différents changements. Donc je vous laisse maintenant réaliser l'exercice 3 pour la création de formulaires personnalisés pour les interfaces utilisateurs de notre processus de demande de congé. Peut-être juste une petite précision justement sur l'affichage conditionnel quand vous allez travailler avec la création des interfaces. On souhaite en cas d'erreur afficher un message, mais sinon qui sera masqué pour l'utilisateur. C'est le message que j'ai ici par exemple. Il est caché si la variable erreur est vide. Donc on a cette négation avec le point d'exclamation. Il faudra simplement noter que quand vous allez commencer à taper, l'erreur, ça ne va pas proposer à la complétion, mais c'est bien quelque chose de fonctionnel. Il y a un petit bug pour l'instant là-dessus, mais si vous tapez point d'exclamation erreur, ça sera bien fonctionnel. Aussi, n'oubliez pas de sauvegarder vos changements au fur et à mesure. Si le bouton enregistrer est masqué, comme c'est le cas ici pour moi, c'est simplement que vous n'avez pas effectué de modification depuis le dernier enregistrement.
Je vais maintenant continuer avec la notion d'acteur. Donc ici, on va voir comment on associe le processus Bonita et ses différentes tâches aux utilisateurs qui vont être appliqués dans sa réalisation. Donc pour ça, on dispose de deux options dans la solution Bonita. Et la première va être celle qu'on appelle acteur. L'idée, ça va être de définir un ensemble d'identifiants qu'on va associer aux tâches au démarrage du processus. Et ensuite, dans un second temps, on va faire l'association entre ces identifiants et l'organisation. Donc par organisation, j'entends l'ensemble des utilisateurs, la manière dont ils sont dispatchés dans des groupes, les rôles qu'ils peuvent avoir. Et donc, on décorrèle ces identifiants associés aux tâches et aux processus de leur association avec l'organisation. Ce qui nous permet d'avoir une configuration par défaut d'association entre tâches et utilisateurs, mais aussi de pouvoir ajuster de manière dynamique les utilisateurs impliqués dans un processus. Donc, je vais vous montrer ça ici dans le cadre du processus de demande de congé. J'ai créé deux acteurs, j'ai le demandeur et le responsable. Pour répartir les différentes tâches, j'ai créé deux lanes. Il y a celle du demandeur, ici. Quand on sélectionne la lane et que vous allez dans l'onglet acteur, vous voyez qu'elle est associée au demandeur. On a de la même manière celle du responsable. Le fait d'associer une lane à un acteur impacte les tâches qui se trouvent dans la lane. Parce que par défaut, les tâches humaines qui se trouvent dans la lane sont associées à l'acteur défini au niveau de la lane. Donc, pour la tâche, pour le demandeur, ici, dans le processus, il n'y a aucune tâche. Le demandeur va être simplement la personne qui initie le processus, qui le démarre. Par contre, pour le responsable, ici, il va être associé à la tâche de validation. Juste pour revenir sur la notion d'initiateur, c'est dans la déclaration des différents acteurs, vous allez mettre ce petit flag ici sur un des acteurs, définir en tant qu'initiateur, et donc tous les utilisateurs associés à cet acteur pourront démarrer le processus. Pour définir qui est associé à un acteur, il faut sélectionner le processus, cliquer sur le bouton Configurer, et ici, on peut associer à chacun des acteurs les utilisateurs, soit directement, ici c'est ce que j'ai fait pour le responsable, j'ai positionné directement l'utilisateur Helen Kelly, soit indirectement via un groupe, par exemple ici j'ai utilisé le groupe de notre organisation de test, le groupe ACME pour les demandeurs. Vu que mon acteur demandeur a le flag initiateur, tous les utilisateurs du groupe ACME pourront démarrer le processus. Par contre, seul l'utilisateur Helen Kelly pourra effectuer l'opération de validation de la demande. Donc, si je déploie ce processus en cliquant sur Lancer, je vais ensuite aller dans le portail Bonita dans la vue d'administration. On va pouvoir venir consulter dans le menu processus ici les détails du processus déployé et notamment cette association entre les acteurs et les différents utilisateurs. Donc soit via les groupes ici, on voit que c'est l'ensemble des groupes de l'organisation ACME qui sont associés à l'utilisateur demandeur, soit par exemple à un utilisateur donné. Ici, c'est ce qu'on voit pour le responsable, seul Helen Kelly peut faire cette étape de validation. Et ce qui est relativement puissant ici, c'est que je vais pouvoir venir modifier ça directement sur un processus en cours d'utilisation. Si je souhaite rajouter l'utilisateur Anthony ici, je le fais très simplement. Et l'avantage de cette indirection entre les tâches et les personnes qui peuvent réaliser la tâche, c'est que s'il y a un ensemble de tâches données qui est en attente, qui a une surcharge ponctuelle par exemple, le fait d'avoir un renfort temporaire d'un utilisateur pour traiter ça peut être tout de suite pris en compte par la solution Bonita. On va venir mettre à jour
cette association acteur-organisation et tout de suite, l'utilisateur verra les tâches en attente dans sa liste de tâches. Donc ça permet réellement de s'adapter aux besoins en termes d'exécution du processus et aussi ça permet de s'adapter aux éventuels changements de l'organisation au niveau type de groupe, au niveau nouvelles règles d'attribution des tâches. On va pouvoir venir mettre à jour le mapping, l'association entre les acteurs déclarés dans le processus et les utilisateurs et les groupes rôles de l'organisation. Pour l'organisation, je disais qu'on a une organisation de test. On peut la voir ici dans le menu organisation gérée. Vous pouvez venir éditer l'organisation Acme de test. Vous pouvez également créer votre organisation. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai une organisation avec un groupe, un rôle et un utilisateur. Vous pouvez créer votre propre organisation manuellement. En général, pour ce qui va être de la production, on a souvent des systèmes en entreprise de type LDAP ou Active Directory qui sont installés avec déjà des annuaires d'utilisateurs avec les notions de groupe. Vous pouvez synchroniser ces types d'annuaires avec Bonita. C'est une fonctionnalité disponible dans l'édition souscription de Bonita. On fournit l'outillage pour synchroniser automatiquement l'annuaire LDAP ou Active Directory avec la base d'utilisateurs Bonita. Donc ça, c'est une première option pour la gestion d'association entre tâches et utilisateurs. Une des principales limitations ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir exploiter les données métiers ou les données liées à l'exécution du processus. Typiquement, on l'a vu ici, j'ai configuré un utilisateur, Helen Kelly, pour la tâche de validation. Si on souhaite que ce soit le manager de l'utilisateur ayant fait la demande, ça ne va pas être une solution d'utiliser les acteurs. Parce que ça ne peut pas exploiter cette information qui a un côté dynamique de savoir qui a démarré l'instance du processus. C'est pour ça qu'on a une deuxième option qui s'appelle filtre d'acteurs, qui va nous permettre en fait d'exécuter une logique quelconque qu'on peut définir librement. Donc on en a un ensemble prédéfourni, fourni en standard avec Bonita, mais on peut également créer ses propres logiques, qui va donc fournir une liste d'identifiants d'utilisateurs qui peuvent effectuer la tâche. Donc typiquement dans notre cas d'utilisation, au niveau de la lane ici, je peux garder l'acteur ici, mais il va venir être surchargé par un filtre d'acteurs, et ça peut par exemple être le manager de l'initiateur du processus. Donc là, on lui donne un simple nom pour la description, donc manager du demandeur. Et puis c'est tout, au niveau configuration, on n'a rien de plus. Et donc la tâche ici sera affectée au manager du demandeur. Si on regarde l'organisation de test, par exemple, comme je le disais, on utilise par défaut ici l'organisation Acme. Notre utilisateur par défaut qui démarre le processus, c'est Walter Bates. On peut regarder son supérieur ici, c'est Helen Kelly. Donc, automatiquement, la tâche valider la demande sera affectée à Helen Kelly parce qu'on a ce filtre au niveau de la lane et la configuration s'applique aux étapes humaines dans la lane. Donc, l'avantage du filtre d'acteurs, c'est qu'on va pouvoir exploiter les informations dynamiques liées au processus, donc savoir qui a démarré le processus, éventuellement la valeur des données métiers dans le processus. Et on va pouvoir également exploiter des systèmes tiers, si on a des systèmes en place de gestion de compétences, ou éventuellement on peut imaginer de gestion d'absence, on va pouvoir s'interagir avec pour tenir compte de ces informations dans l'attribution des tâches aux différents utilisateurs. La limitation de cette approche, c'est que les utilisateurs qui peuvent effectuer une étape, c'est quelque chose qui va être calculé au moment où l'étape devient disponible pour les filtres d'acteurs, et ça va être exécuté une seule fois au moment où l'étape devient disponible. Donc on va avoir cette liste d'utilisateurs potentiels qui peuvent faire l'étape qui est figée une fois.
C'est pas totalement figé parce qu'on a des API qui permettent éventuellement de demander au moteur de réévaluer cette liste. C'est quelque chose qui peut être fait de manière périodique. Si on souhaite par exemple tous les soirs prendre en compte les nouveaux arrivants, on va pouvoir venir rafraîchir la liste des candidats. Également, un point qui s'applique à la fois à la notion d'acteur et de filtre d'acteur, c'est que pour une étape donnée, on n'a pas forcément un utilisateur unique qui peut faire l'étape. Ils peuvent être plusieurs utilisateurs potentiellement à faire une étape. Dans ce cas-là, il va falloir que l'utilisateur dans le portail s'affecte l'étape. Donc je vais faire la démonstration avec la dernière version du processus. On va prendre la version 3 pour avoir les derniers formulaires. Voilà, donc ici on voit qu'on a un formulaire qui est plus complet. Donc voilà, ici j'ai cette tâche pour valider la demande. La tâche de valider la demande est disponible pour Walter Bates ici. Si je me déconnecte, que je me connecte avec Helen Kelly, elle a aussi la tâche de valider la demande. Elle a aussi une autre tâche de mon autre définition de processus, mais elle a une tâche en commun avec Walter Bates. Pour éviter les actions concurrentes, on a ce mécanisme dans Bonita qui permet de s'approprier une tâche. Donc, quand on sélectionne une tâche, avant de pouvoir soumettre le formulaire, il va falloir prendre la tâche et à ce moment-là, les autres utilisateurs ne peuvent plus faire la tâche. C'est ce qui fait basculer la tâche de la liste à faire vers mes tâches. Donc maintenant, si je me connecte à nouveau avec Walter Bates, je n'ai plus la tâche listée. Ici, ma liste de tâches est vide, tout simplement parce que c'est Helen Kelly qui s'est approprié la tâche. Donc il y a ce mécanisme qui permet de prendre une tâche, éventuellement Helen Kelly peut libérer les tâches. Ici, elle peut choisir de libérer ses tâches. À ce moment-là, Walter Bates voit à nouveau la tâche sur laquelle il était candidat. Également, ici, vu qu'on a tous les utilisateurs du groupe Acme pour cette tâche dans la version 3 du processus. Voilà, donc je vous laisse maintenant passer à l'exercice numéro 4 pour la configuration de la gestion des acteurs. Donc, sur les acteurs, je vais être relativement rapide. Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à consulter la documentation Bonitasoft qui fournit de plus en plus d'informations sur le sujet. Mais simplement pour dire que l'idée des connecteurs dans Bonita, ça va être de permettre l'interaction depuis l'exécution du processus vers les systèmes tiers. Donc, il faut savoir, par exemple, que ça va être l'envoi d'un email, la mise à jour d'un système de gestion de contenu, la publication, l'appel, par exemple, à un web service. Ça peut être tout type d'opération à partir du moment où le système tiers est accessible via un protocole réseau, un protocole standard. Il n'y aura aucun souci d'intégration. On a un catalogue standard de connecteurs qui est fourni dans le studio. Vous pouvez le voir quand vous configurez les connecteurs sur une étape. Par exemple, sur l'étape
Pour notifier l'approbation, on va configurer un connecteur d'envoi d'email. Vous avez le catalogue ici, un des connecteurs qui est trié. Donc on trouve le catalogue pour le courriel. On va trouver ce qui est base de données, les appels éventuellement à des API REST ou à de web services. On a vraiment un catalogue très large. On va voir tout ce qui est gestion éventuellement de calendrier, par exemple avec les opérations sur les Google Calendar. On a cet ensemble de connecteurs en standard, mais on peut également créer ses propres connecteurs. Donc, il est possible de créer ces connecteurs soit directement depuis le Studio Bonita. Si vous allez dans le menu développement du Studio Bonita, dans la section connecteurs, vous verrez que vous pouvez créer une définition de connecteur et une implémentation de connecteur. Soit vous pouvez également travailler depuis votre environnement de développement. Donc là, les connecteurs sont implémentés en Java. Donc on fournit des outillages en version souscription pour travailler avec des outils de développement Java, construire vos connecteurs en dehors du Studio Bonita. Une des options aussi intéressantes, ça va être de récupérer un connecteur qui est partagé par nos utilisateurs de la version communautaire sur le site web communautaire. Il faut savoir que l'ensemble des éléments de la version communautaire peuvent aussi être importés dans la version souscription. Elles sont totalement compatibles dans ce sens-là. Donc l'idée ici dans l'exercice, ça va être de mettre en place la notification en utilisant un connecteur email. Donc sur les étapes pour notifier de l'approbation ou du refus. Donc le connecteur va pouvoir utiliser l'ensemble des données du processus et des données métiers gérées par le moteur de workflow. Donc on va pouvoir éventuellement mettre des informations contextuelles. Comme je le disais, on a des exemples où on va travailler avec des templates Word et des générateurs de PDF pour envoyer par mail des PDF générés à la volée aux utilisateurs finaux, par exemple. Dans le cadre de l'exercice, ici, on va se limiter à une notification simple par email. Et pour éviter tout problème lié à la configuration du connecteur, on vous propose d'utiliser un serveur local tout simple pour les tests. Mais si vous voulez, par la suite, vous pouvez très bien configurer le connecteur email pour utiliser votre propre messagerie, moyennant que vous ayez les accès adéquats au serveur de messagerie. Je vais continuer sur le concept d'application que j'ai déjà relativement couvert dans ma description précédemment. L'idée de l'application dans Bonita, c'est d'avoir cette architecture complète de solutions avec une vue orientée métier pour les utilisateurs finaux. On va avoir donc d'une part le modèle de données métier, parce qu'on va chercher à coller à une approche MVC, donc modèle vue et contrôleur. Donc on a le modèle de données métier qui est représenté par le BDM, donc ce modèle qu'on aura créé dans le Studio Bonita. Et on va avoir les opérations de mise à jour qui vont se faire donc depuis la vue, donc les formulaires. La vue, ça va être les formulaires associés aux tâches, au démarrage du processus et aux pages et aux applications, qui vont venir mettre à jour le modèle de données métier en passant par le contrôleur qui va être le processus. C'est le processus qui va être garant des mises à jour et de l'état cohérent sur le modèle de données. Pour construire une application, les étapes principales, ça va être déjà forcément d'avoir en général le catalogue de processus nécessaires à la définition de la logique avec les données métiers associées. Et ensuite, il va falloir, dans un premier temps, créer les pages en utilisant le UI Designer, donc les interfaces utilisateurs. Donc pour ça, on n'a pas besoin de sélectionner de processus, parce que l'application est indépendante de tous les processus. On vient simplement dans le UI Designer, via le menu Créer, définir des pages d'application. Quand on crée une nouvelle page d'application, elle est vide. On va pouvoir placer ces différents widgets, définir ces variables
qu'on va éventuellement initialiser avec des appels aux API pour venir récupérer des données qui peuvent provenir du moteur de workflow Bonita ou de systèmes tierces. On n'est pas limité aux API du moteur de workflow Bonita. On peut avoir des logiques diverses et variées d'agrégation via les expressions JavaScript, etc. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces pages, on va les exporter via ce lien ici, via ce bouton. On va récupérer ainsi une page. Donc ici, je vais simplement mettre une page de test toute simple. On va récupérer la page au format zip. Et on peut ensuite, via le portail, venir construire son application. Dans le portail, dans la vue d'administration, vous allez d'abord importer la page d'application. Donc dans l'onglet ressources, ajouter, vous sélectionnez le zip que vous avez précédemment exporté. Vous pouvez ensuite voir en filtrant par type page les pages que vous venez d'importer et également des pages d'exemple fournies en standard. Et ensuite, vous pouvez créer une nouvelle application. Donc, le nom de l'application tel qu'il doit être affiché, l'adresse de l'application qui sera partagée aux utilisateurs, quel type de profil utilisateur a accès à l'application. Vous créez l'application et ensuite, dans la configuration de l'application, vous pouvez venir ajouter les pages précédemment importées dans le portail Bonita. Donc ici, dans la liste déroulante, je retrouve ma page de test ainsi que les pages d'exemple, l'URL à laquelle cette page de test va être disponible, par exemple ici index. Je peux indiquer que cette page de test, je souhaite qu'elle soit la page d'accueil de mon application. Je vais supprimer la page qui était là par défaut. Et ensuite, si je consulte mon application ici, je vois que je retrouve ma page de test qui s'affiche ici. Je vais pouvoir donc, comme je disais, ajouter plusieurs pages qui présentent des données métiers, qui permettent d'interagir également avec les processus, donc démarrer des nouvelles instances, exécuter des étapes en attente. Et on peut également aussi créer toute une navigation via la création d'un menu qui nous permettra de naviguer entre les différentes pages. Ici, l'application va être créée donc dans le portail. On peut éventuellement l'exporter pour la sauvegarder et pourra ensuite la déployer sur un autre environnement en production, par exemple. Je vais vous laisser maintenant passer à la phase de création de l'application pour la demande de congé. On va chercher à avoir une application qui nous permet de lister les demandes qui ont été effectuées. Et puis ensuite, on va aborder les étapes concernant le déploiement d'un processus quand on veut déployer dans un environnement de production, par exemple. Donc, pour terminer, je vais dire donc 2-3 mots des phases de déploiement de processus. Parce que pour le moment, on a travaillé exclusivement dans l'environnement de développement du studio. Donc, on a cliqué sur ce bouton lancer et en fait, derrière, il y a un ensemble d'opérations qui sont réalisées au moment où on clique sur ce bouton lancer. Donc déjà, une première étape va être de configurer le processus. Donc il faut adapter la configuration de notre processus à notre environnement de production. Donc ici, en cliquant sur configurer, on va par exemple adapter les éventuels paramètres pour qu'ils correspondent à notre production. Par exemple, si on bascule vers un serveur mail de production, on a intérêt à utiliser les paramètres pour tout ce genre de réglages dans nos connecteurs. On va venir les adapter ici. Il faut savoir que ce genre d'informations, dans la version communautaire, on a donc une seule configuration. Dans la version souscription de Bonita, on peut gérer plusieurs configurations pour ces différents environnements. Et surtout, ces ensembles de paramètres peuvent être mis à jour à chaud après déploiement du processus,
alors que dans la version communautaire, seul un sous-ensemble peut être modifié à chaud. Donc première étape, la configuration du processus, et ensuite on va générer ce fichier .bar qui correspond à la définition d'un processus ainsi qu'à toutes ses dépendances, et également la définition des formulaires, donc formulaire d'instanciation et formulaire d'étape pour tout ça donc dans un fichier .bar packagé dans ce fichier. Donc pour obtenir ce fichier, on va dans le menu Develop Server, générer .bar. Ici, on sélectionne quel diagramme, pour quel processus, Ici, c'est simplement la sauvegarde. Et maintenant, on sélectionne pour quel diagramme, pour quel processus on souhaite générer le .bar. Et ensuite, on va pouvoir, sur l'environnement de production, alors ici, je vais faire l'exemple avec l'environnement embarqué, mais sur l'environnement de production, dans la vue administrateur, on va pouvoir aller dans le menu processus et venir installer le processus. Alors là, je vais désactiver et supprimer les processus existants et je vais venir installer mon nouveau processus. Donc là, il nous indique qu'on va sélectionner un point bar. Je vais aller chercher mon processus ici. Je clique simplement sur installer. Le processus est envoyé sur le serveur. Et le processus est pour le moment automatiquement activé. Pour le Et donc, je vais venir installer ici mon processus. Donc, je sélectionne le fichier .bar que j'ai précédemment généré depuis le studio. Donc, quand je clique sur installer, le processus est envoyé. J'ai plus qu'à l'activer ici une fois que je suis content de la configuration. J'ai mes acteurs. Là, je n'utilise pas de paramètres. Je n'ai pas non plus de connecteur. Donc, mon processus est prêt à l'utilisation. Si je reviens avec ma vue utilisateur, ici dans le processus, mon utilisateur peut venir démarrer de nouvelles instances. Pour le déploiement d'application, on va simplement donc exporter les pages depuis le UI Designer, comme je l'ai montré précédemment sur une page dans le UI Designer. Ici, on a le bouton d'export, donc on va les exporter au format zip. On va également exporter la définition de notre application depuis le portail dans la vue administration. Ici, on trouve également le bouton exporter. Et ensuite, sur le serveur de production, dans l'onglet ressources, on va venir ajouter les différentes pages. Et dans l'onglet application, on viendra importer l'application qui utilise ces différentes pages. Voilà, donc c'est relativement simple pour faire le déploiement aussi bien des applications que des processus. Il faut savoir également qu'on a des solutions, c'est toujours pareil en version souscription, pour automatiser ces déploiements avec une intégration dans des systèmes d'intégration continue, donc automatiser le déploiement de processus, des configurations de processus, des applications, modèles de données métiers, etc. Et on peut aussi automatiser les tests des processus, donc définir des scénarios de tests automatiques, vérifier que le processus se déroule bien comme attendu et que les données métiers sont bien correctement mises à jour. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas
à nous faire part de vos retours et de vos questions sur le site community.bonitasoft.com dans la section forum. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Bonita dans la documentation, donc sur documentation.bonitasoft.com. Si vous souhaitez trouver le même type d'exercice que ce qui est décrit dans ce webinaire, vous pouvez regarder le Getting Started tutorial qui vous donnera des indications également sur comment débuter. Ça permet d'avoir un autre exemple d'utilisation de Bonita. Si vous avez des questions concernant l'édition souscription de Bonita et des éventuelles fonctionnalités qui sont fournies en plus, vous pouvez nous contacter via bonitasoft.com. Il y a un formulaire de demande d'information et on vous recontactera à la suite de la soumission de ce formulaire. Il y a également les sources du projet Bonitasoft qui sont disponibles sur github.com/bonitasoft et également plusieurs ressources communautaires qui sont disponibles sur github.com/bonitasoft-community. Voilà, merci d'avoir suivi ce webinaire et en espérant que vous ayez une utilisation heureuse de la solution Bonita BPM.